Bienvenue à tous dans cet épisode de Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière mais pas que. Je suis ravi de vous offrir aujourd'hui une expérience unique. Les conférences enregistrées lors de la convention organisée par microbrasseur.com en partenariat avec la marque Brewtools dont le boss Øyvind avait fait le déplacement depuis la Norvège. Au cœur de cette convention, animée par la passion de la brasserie artisanale, nous avons eu le privilège d'assister à des échanges enrichissants, de découvrir les dernières tendances du monde brassicole et d'explorer les techniques les plus innovantes. Un grand merci aux organisateurs Jean-Luc et Marie pour avoir orchestré cet événement exceptionnel qui célèbre la créativité et le savoir-faire des microbrasseurs. Pour ce troisième et dernier épisode de cette série de conférences captivantes, je vous propose d'écouter l'ami Eric du site monodebrassage.com vous parler de la correction de sono de brassage. La version vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du copain Arthur Crazy Panda Brew. Alors installez-vous confortablement, armez-vous d'une bonne bière et laissez-vous emporter par cet épisode où chaque gorgée est une invitation à l'aventure et où chaque conversation est un hommage à la passion brassicole. Si vous souhaitez collaborer avec ce podcast, n'hésitez pas à me contacter et pour nous soutenir de relayer nos épisodes sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos proches. Bière moustache, bière moustache, bière moustache, bière moustache. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus participer à cette convention Brewtools et de participer à ce dernier atelier. Aujourd'hui, on va vous parler de correction d'eau de brassage. Je m'appelle, David avait déjà fait la présentation, mais je m'appelle Eric et je suis donc le cofondateur de Mono de Brassage avec David et également membre de la BNB. J'en profite également pour remercier Jean-Luc pour son invitation, ainsi que pour l'organisation de cette convention. Je trouve que c'est toujours très intéressant et toujours enrichissant de discuter directement avec d'autres brasseurs, plutôt que de simplement discuter sur les réseaux sociaux ou autres. Mais avant de commencer, on va faire un petit sondage, on aime bien les sondages. Qui d'entre vous utilise mon eau de brassage pour corriger son eau de brassage? David, voilà. Ah ouais, effectivement. Ah oui, pas mal. Voilà. Ok, donc deuxième question. Qui n'a jamais entendu parler de mon eau de brassage? Enchanté. Putain, il y en a un. Pas mal. Et bien donc on va essayer de pallier à cette carence. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est PowerPoint qui le fait tout seul. Et je me suis dit, ça quand même, c'est pas mal. Ok, alors aujourd'hui on va commencer. On va pas rentrer dans les détails de la chimie de l'eau, etc. Ce qu'on va faire, on va d'abord faire une première présentation, alors un petit peu théorique sur le pourquoi c'est intéressant de corriger son brassage. On verra après ensuite un petit historique justement de comment est né mon eau de brassage. Et on va ensuite parler d'un sujet qu'on aborde rarement. En fait, c'est la provenance et le traitement des données que l'on fait dans mon eau de brassage pour justement permettre de faire la correction de l'eau. Et ensuite, je vous ferai une démonstration sur le cas. On va essayer de corriger l'eau pour une NEIPA avec l'eau du robinet EDC. Alors, il y a quelques spécificités, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi corriger son eau de brassage? On va enfoncer une porte ouverte, mais donc l'eau dans la bière, ça constitue quand même, ça constitue plus de 90% des matières premières. On a souvent tendance à dire ok, la bière c'est du malt, du houblon et de la levure. En fait, il y a quand même l'eau qui joue quand même un rôle assez important. Et donc forcément, ça va avoir une influence sur votre bière finale, sur le ressenti de votre bière finale et sur le goût. Donc par exemple, on peut, dans les cas où on a une eau qui a un fort goût de chlore, alors là donc j'ai mis entre parenthèses, il faut faire un peu attention. Quand on parle de goût de chlore, en fait, ça n'a rien à voir avec les ions chlorure. D'un côté, les ions chlorure, ceux-là on va les vouloir. Le chlore, celui-là on va pas le vouloir par contre. Donc dans ces cas-là, où s'il y a une forte minéralisation, une eau très minérale, forcément ça va impacter le goût de la bière finale. Donc là par exemple, on peut citer un exemple. Donc là j'ai mis un tableau avec quelques exemples de minéralisation d'eau de certaines villes. Donc là, en fait, on s'aperçoit que donc chaque style de bière a une eau de prédilection, on va dire, qui est privilégiée. En fait, on peut également faire dans l'autre sens. Historiquement, c'était plus, chaque eau avait un style de bière qui matchait mieux, qui marchait mieux que d'autres. Donc là, par exemple, on peut citer dans les villes célèbres, donc la ville de Pilsen. Donc ce qu'on peut voir, c'est que elle est très peu minéralisée, et donc du fait
les bières qui étaient connues venant de la ville de Pilsen et qui étaient bonnes, en gros, c'était de la Pils. Donc en fait, une bière blonde, très légère. Et à l'opposé, on pouvait avoir une ville comme Dublin, par exemple, où là on constate déjà la minéralisation elle est beaucoup plus importante. Donc par exemple, on avait beaucoup plus de HCO3. Donc en fait, on se rend compte que donc les bières célèbres du Dublin, en gros, donc c'était plutôt des stouts. Donc des bières très sombres. Alors au début, je pense qu'historiquement, ils ne savaient pas exactement pourquoi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que les maltes plus sombres, plus torréfiés, en fait, permettent de descendre, de retomber dans un range de pH plus acceptable. Et donc ce qui fait que ça donnait des bières meilleures. Donc dans les exemples intéressants également, j'ai cité la ville de Burton, parce que ça, c'est là. Alors, c'est au niveau minéralité, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils ont une concentration en sulfate énorme. Et donc cette ville, en fait, elle est plutôt réputée pour. Donc ils ont une IPA qui alors, je ne l'ai jamais goûtée, mais a priori, donc c'est un goût assez particulier, justement dû à la concentration en ion sulfate. Et on peut parler donc également de la ville de Bayonne. Bon, ça c'est plus la ville de cœur parce qu'on vient de Bayonne. Voilà. Et donc oui. Et donc ça, et on peut constater que celle-là, elle est plutôt adaptée donc pour des bières, donc pour des IPA comme nous on fait, c'est plutôt bien puisqu'il n'y a pas trop de minéralité. Donc on n'aura pas trop de pH à compenser, etc. Alors donc le pourquoi, en fait maintenant il y a eu plusieurs études, plusieurs recherches, tout ça. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait la qualité de l'eau va impacter en fait toute la bière pendant tout au long du processus de la fabrication, donc du brassage à la fermentation et également ça impactera également l'aspect final. Donc par exemple, on distingue quand on corrige l'eau, donc il y a vraiment deux aspects. Donc il y a vraiment le côté correction de pH et ensuite correction de la minéralité. Et donc ça a des impacts différents. Donc là on peut voir que par exemple la correction du pH, ça permettra par exemple une activité enzymatique optimale, donc ça veut dire qu'on aura donc des meilleurs rendements par exemple. Ça permet également d'éviter l'extraction de tanins. On sait que si on brasse avec un pH trop élevé, on risque d'extraire plus de tanins, et donc ça va amener une astringence une amertume un peu désagréable. Donc il y a beaucoup d'autres avantages. Par exemple, c'est comme la bière finale, le pH dans la bière finale, ça impactera également le ressenti que l'on aura quand on va déguster cette bière. Donc par exemple, s'il y a un pH trop élevé, ça va un peu ternir un peu tous les arômes, alors qu'une bière dont le pH est dans la bonne fourchette de pH, en fait, ça aura un goût un peu plus franc, un peu plus tranché. Donc ensuite, la deuxième partie, donc la correction de la minéralité. Donc là, on va parler, ça va être donc au niveau des minéraux. Donc il y a plusieurs aspects. Donc il y a par exemple, il y aura les aspects, les ions qui vont plutôt impacter le goût de la bière. Donc les ions chlorure, par exemple, les ions sulfate. Donc là, vite fait dans les rappels, donc les ions chlorure, ça va plutôt arrondir la bière, ça va plutôt relever le côté maltais de la bière. Et les ions sulfate qui eux vont plutôt ça va plutôt accentuer l'amertume du houblon. Il y a d'autres minéraux qui peuvent jouer également, donc comme le sodium par exemple, ou le calcium. Et dans d'autres aspects, le calcium par exemple peut participer également. C'est toujours bien d'avoir une bonne concentration en calcium, parce que donc on a remarqué également qu'avec une bonne concentration en calcium, ça permet de mieux précipiter par exemple les protéines, et donc de clarifier la bière. Et donc tout ça, donc là je n'ai pas cité tout, c'est pas exhaustif, la liste des avantages n'est pas exhaustive, et donc je vous invite à aller sur le site de Univers Bière. En fait, je pense que tout ceci est beaucoup plus détaillé que dans une simple présentation. Ensuite, le comment. Donc maintenant qu'on a vu à peu près le pourquoi, donc si ça vous intéresse toujours de continuer à corriger votre eau, on peut voir le comment. Donc alors globalement, si on prend les étapes, en fait, il faut récupérer les concentrations en minéraux de notre ville, de l'eau qu'on va vouloir utiliser. Après, il suffit d'interpréter les données en fonction du style de bière qu'on veut brasser. Et après, on n'a plus qu'à corriger notre eau. Donc ça, c'est à peu près le point de départ de mon eau de brassage, en fait. Le comment. Nous, en tant que brasseur amateur, au bout d'un moment, forcément, à force de lire des choses à droite à gauche sur Internet, on est tombé sur il faut corriger son eau de brassage. Donc au début, on tâtonne, puisqu'on ne savait pas du tout comment ça marchait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple. Et notamment pour plusieurs raisons. Donc là, le constat, c'est que déjà, pour pouvoir corriger son eau, il faut déjà trouver les analyses d'eau
de notre ville. Et rien que ça, donc il y a des moyens de faire analyser son eau, d'envoyer des échantillons pour avoir des résultats, mais bon, ça coûte, ça a un certain prix, c'est un certain coût. Il faut le faire à chaque brassin. Est-ce qu'il faut le faire à chaque brassin? Est-ce que l'eau change souvent? Donc ça, c'était rien que donc première question sur, on avait lu tous les avantages que pouvait apporter la correction d'eau. Par contre, le problème, c'est que on n'avait déjà pas la matière première, quoi. On ne savait pas du tout quelle était la qualité de notre eau, quoi. Donc ça, c'était un des premiers problèmes. Et ensuite, mais même si on a toutes les concentrations qu'il nous faut, mais comment je fais pour calculer ce que je vais rajouter? Ça, c'est plein de questions. Donc, alors, il y a plein d'outils qui existent. Donc, il y avait déjà des outils qui existaient là sur Internet. Mais on s'est vite aperçu que, en tant que brasseur amateur, ne connaissant rien au sujet, on s'est surtout aperçu qu'il y avait déjà un vocabulaire à avoir. Donc là, par exemple, j'ai noté quelques mots. Donc, la dureté de notre eau, l'alcalinité résiduelle, enfin, plein de choses, même le pH. Alors on connaissait le pH de loin, mais on est plutôt des informaticiens, donc on sait que c'était une valeur, mais après, voilà, au-delà de ça, on n'était pas des chimistes de l'eau, quoi. Et donc, ce qu'on avait trouvé, c'était principalement que pour les non-initiés, en fait, les outils qui étaient déjà présents, déjà, ça représentait un petit challenge. On avait l'impression qu'il fallait avoir un bac plus 5 en chimie pour pouvoir les utiliser. Enfin, il y avait plein de tableurs Excel, tout ça. Enfin, c'était assez rédhibitoire. Et donc, c'est en 2020, je crois, puisque David l'a cité. C'est David qui avait commencé à se pencher sur le sujet. Et un jour, il m'envoie un message, il me dit « Ouais, là, j'ai trouvé un truc, on peut récupérer les analyses de notre ville. » Et donc ensuite, on a commencé à faire un outil pour nous. À la base, mon eau de brassage, on n'avait pas prévu de le publier ou quoi que ce soit. C'était vraiment un outil pour nous, pour pouvoir corriger notre eau régulièrement et facilement, sans se poser des questions et sans aller rechercher, sans envoyer des échantillons, etc. Et donc on l'a vraiment développé pour nous. Et ensuite, on était sur un petit groupe de brasseurs, donc on était 4 ou 5, et quand on a présenté ça aux mecs, les mecs ils ont fait « Non mais les gars, faut le partager ce truc-là, quoi ». Et en fait, nous, sur le moment, on ne s'était pas forcément posé la question, on ne s'est pas rendu compte que c'était... pour nous, c'était un outil bien pour nous, mais on ne s'était jamais posé la question de le publier réellement, quoi. Et donc voici la naissance de Mono de brassage. Donc alors, Mono de brassage en quelques points. Donc il permet de récupérer les analyses d'eau de votre ville. Alors par contre, donc c'est que français. Parce qu'aujourd'hui les données ne sont que françaises. Pour chaque ville, vous pouvez récupérer votre réseau, etc. Il propose différents types de profils en fonction des types de bières. Donc en fait, c'est des profils, donc c'est des fourchettes. C'est pas des valeurs absolues à respecter. Donc on propose des fourchettes on va dire les 6 minéraux principaux qui nous intéressent dans la bière. On propose des fourchettes de valeurs pour essayer de rester dans le style. Et ensuite, en fonction de ça, il permet de calculer les ajouts de minéraux dont on a besoin, donc dans les différents additifs. Donc, il permet de donner les grammages à rajouter dans l'eau pour genre du sulfate de calcium, etc. Et ensuite, il permet également de faciliter la correction du pH. Et on lui ajoute, tout le monde le connaît, mais on rajoute les différents maltes et ensuite donc ça permet de corriger le pH. Et ensuite donc ça c'était plus le côté facilité d'utilisation. On a essayé de faire vraiment quelque chose. Je pense que c'était plus le côté on avait eu un peu peur de tous ces Excel et tout ça, et donc on s'est dit ok, il faut faire un truc super facile, qu'on n'ait pas à connaître exactement comment ça fonctionne. Comme ça on se pose pas la question et on a directement le résultat. Donc mon eau de brassage ça ressemble à ça. Et donc a priori tout le monde le connaît. Ça sert à rien, voilà. Donc là, je vous propose donc de regarder d'où viennent les données en fait, parce que c'est une question qui n'est pas revenue tant que ça, mais donc il n'y a pas grand monde qui nous a demandé, mais donc les données en fait, donc l'eau c'est un aliment, c'est l'un des aliments les plus contrôlés en France, donc il y a donc au niveau de l'État français, ils ont mis en place ce qu'on appelle un open data, et donc ça permet donc ça permet en fait à tous les fournisseurs d'eau de publier leurs analyses d'eau et de les partager. Donc c'est public, il n'y a pas de frais. En fait, tout le monde peut y accéder. Et donc en fait, pour la petite histoire, en fait, donc ils collectent les analyses d'eau. On peut récupérer les analyses d'eau jusqu'en 2016. C'est là où vous avez commencé à vraiment. Alors l'open data c'est plus vieux que 2016, mais en fait à partir de 2016, ils ont commencé à rajouter les analyses d'eau. Et donc en fait, ce sont exactement les mêmes, ce sont les mêmes data
que ce qu'on peut retrouver donc, sur la génotélécite, donc les différents sites qui permettent d'accéder à ces données-là. Donc alors ensuite, c'est les relevés, donc les données se mettent à jour à peu près tous les mois. Mais il faut savoir que donc il y a pas mal de validations donc avec les agences régionales de santé, etc. Et donc ça peut être le temps entre le relevé et la mise en ligne de ces données est plus ou moins long en fait. Donc en général c'est à peu près tous les mois, mais on a toujours un retard de quelques mois, quoi. Donc ça peut toujours varier. Au niveau des prélèvements, par exemple, comment ça marche? Donc en gros, on a deux cas de figure. Donc au niveau de l'open data et des analyses qui sont stockées, en fait, donc il y a deux cas de figure. On a soit le prélèvement est réalisé directement donc, sur ce qui est appelé une unité de distribution. Donc en gros, une unité de distribution, c'est un système un réseau de canalisation, alors toutes connectées entre elles, et qui est réputé pour avoir la même qualité de l'eau, dans ce réseau, la qualité est homogène. Et donc il y a plusieurs types de prélèvements. Donc le premier, c'est directement sur le réseau. Donc ça c'est où donc en fait la qualité d'eau, il y a 100% de l'eau qui vient du même réseau. Et ensuite on peut également avoir des analyses qui vont venir de différents réseaux au-dessus du réseau, en amont de notre réseau. Et donc ça, c'est assez important en fait pour comprendre comment marchent par exemple les sites qu'on a vus. Ça peut affecter les résultats. Quand vous lisez les résultats, si vous avez déjà été sur les Euronbat santé.gouv.fr, il faut faire assez attention parce qu'il y a une petite distinction justement entre ces deux cas. Et donc je trouvais ça intéressant de le présenter. Donc par exemple, lorsque les prélèvements sont réalisés sur une seule unité de distribution, ce qu'on peut voir par exemple à Tarnos, donc je suis resté assez local chez nous. Donc on peut voir, donc là par exemple, on voit que sur ce relevé-là, 100%, le 100%, ça indique que tout le prélèvement revient, il y a un seul réseau qui alimente donc la ville de Ondre. Donc ça c'est le premier cas, ça c'est le cas, on va dire le cas simple. Et ensuite il peut y avoir des cas un peu plus compliqués. Donc en fait c'est donc les relevés, donc là je notais, mais donc les relevés peuvent être faits donc sur d'autres unités, sur les unités de distribution en amont, donc toutes les installations, toutes les unités de traitement, etc. Et donc ça c'est relevé. Donc là par exemple, je sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit. Donc là on peut voir que pour Bayonne, en fait on voit que il y a une partie qui vient d'Itsasou. C'est une ville basque. Il y a 70% qui vient de la ville d'Itsasou, il y a 10% qui vient de la ville d'Anglet et 20% de la Rossora. Et donc tout ça, en fait, ça va... toutes ces informations, donc mon autre brassage va récupérer tout ça et va secouer un peu et présenter tout ça sur le site. Donc là, si on représente donc, schématiquement, en gros, qu'est-ce qui se passe? On récupère donc, les données brutes sur le site d'Open Data et tous les jours, on va récupérer toutes ces données, on va les récupérer, on va les analyser justement pour remonter, pour récupérer tous les réseaux qui constituent le réseau pour chaque ville, pour chaque ville. Et en fonction de ça, après, donc là, ces étapes de préparation, on le met en forme justement pour pouvoir l'utiliser directement sur le site. Ok, alors la démonstration. Alors, donc mon eau de brassage, pour celui qui ne connaît pas, donc ça ressemble à ça. Donc par défaut, donc ça sélectionne aucune position. Donc on a en gros une combo box pour sélectionner le département, la commune. Mais nous, alors moi ce que j'utilise quand je l'utilise, j'utilise le bouton ma position. Alors il faut savoir que on ne fait rien avec votre position. En fait, c'est pour les psychopathes du qu'est-ce qu'ils font la position sert simplement à récupérer votre commune. C'est tout. Envoyé à la douane directement. Oui, voilà, ça on avait dit qu'on n'en parlait pas de ça. Donc voilà, donc là c'est la position. N'ayez pas peur. Je sais qu'il y en a qui ont toujours un peu peur, mais donc on ne fait rien. Donc là, bon, forcément, ça demande l'autorisation pour la première fois. Donc voilà, donc on voit nous sommes dans le département de la Meuse et donc nous sommes à Revigny-sur-Ornain. Donc première question, donc là on peut voir, donc il y a deux réseaux a priori qui alimentent Revigny. Et donc ce qu'on peut voir déjà d'entrée, c'est que la minéralisation de Revigny est pas trop mal quand même, puisqu'on a quand même 417 ppm au milligrammes par litre de HCO3. Et donc c'est une valeur assez élevée. Donc là ce qu'on peut voir par exemple, donc il y a quelques petites dans les petits tips. Donc
vous pouvez, si vous avez oublié, parce que la théorie c'est jamais très sympa, donc il y a un petit rappel au cas où, pour ceux qui ne connaissaient pas, avec des tooltips qui indiquent un petit peu l'influence des ions. Alors c'est très résumé, hein, mais c'est juste pour se remémorer un petit peu, donc ça indique un petit peu voilà, l'influence de tel ou tel minéral sur le goût de la bière. Et ensuite, donc justement au niveau, on parlait de la stabilité, ensuite ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'on passe, alors sur le téléphone c'est un peu différent, il faut taper sur la cellule, mais là, donc sur ordinateur, lorsqu'on passe la souris, on peut voir en fait, on a l'histogramme de tous les anciens prélèvements disponibles sur le réseau, et donc en fait on peut voir, voilà, on peut voir que globalement, donc alors ça fluctue un peu, mais c'est quand même, globalement, c'est assez stable. Et même là, on voit ça descend, mais par exemple, on voit si on regarde le graphe, ok, ça varie entre 32 et 36, on va dire. Donc les variations sont vraiment très minimes. Donc ça, voilà. C'est un outil. L'histogramme, je vous invite à aller le regarder régulièrement. Parce que justement on a eu un cas, on va pas dire d'école, mais on a eu un cas qui s'est produit très récemment, la semaine dernière, où justement c'était un copain brasseur, et donc il me dit oh, Eric viens voir machin, j'ai fait ma correction d'eau, et je regarde, je fais mais c'est quoi ton bicarbonate de soude en bas là? En fait donc le site lui proposait de mettre du bicarbonate de soude, et là mais je me suis dit globalement j'ai jamais vu ça, parce que du bicarbonate de soude ouais, ça va augmenter les HCO3, en général on veut les enlever. Et donc on regarde les analyses d'eau, et en fait ce qui s'était passé c'est que sur l'histogramme là, mais on voyait la dernière analyse, en fait ça descendait, il perdait 100 mg par litre de HCO3, et donc on a été gratté un petit peu, et en fait ce qui s'est passé c'est que donc dans les relevés, il y avait un des relevés qui était donc sur l'open data, un des relevés qui était faux en fait. Il y avait donc un des réseaux, c'était 80% de son réseau en fait qui était à 0 ou une valeur ridicule, et donc en fait ça avait complètement faussé son truc quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder cet histogramme, et de regarder au moins voir si vous constatez quelque chose, parce qu'après si vous restez tout le temps avec la mémo, vous allez le voir quand même, la différence en général, on s'en aperçoit. Mais l'avantage de cet historique, c'est que ça permet justement en fait, de voir s'il y a eu un souci, et donc en gros ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est en fait, faut garder un peu un esprit critique. C'est pas parce que le site il dit que ok tiens il faut mettre ça qu'il faut le faire. À un moment faut se demander ouais à un moment c'est ça, voilà. faut essayer de réfléchir et se dire ok est-ce que c'est correct ou enfin correct, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire ou pas, et c'est pour ça que justement dans la présentation j'ai voulu commencer par un petit peu de théorie, un peu présenter vraiment le pourquoi de la correction d'eau, puisqu'en fait c'est quand même bien. Même si alors nous on a mis l'accent sur, on a essayé de simplifier au maximum l'interface, mais c'est quand même bien de se rappeler un petit peu les différents, soit à quoi servent les différents ions, qu'est-ce que ça va impacter si je change le pH, etc. Donc alors je ne sais pas si on est au nord ou au sud, bon on va dire qu'on est au nord. Ah, on est au sud, ah pardon, d'accord. Et donc par exemple, justement donc si par exemple vous constatez qu'il y a un souci, que genre vous voyez ok tiens là ça a baissé alors qu'avant ça n'avait pas baissé, vous pouvez également, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, donc il y a un petit bouton plus pour personnaliser en fait votre profil. Là ce bouton, alors ça c'est pareil, alors on l'utilise pas souvent, mais dans certains cas quand les analyses, s'il y a un souci au niveau des analyses, en fait on peut se refaire, ou si par exemple vous avez des résultats de vos analyses, de vos analyses d'eau, vous pouvez ajuster en fait et changer les valeurs pour pouvoir utiliser un profil personnalisé. Si vous utilisez de l'osmosé, en fait vous pouvez partir du nom à 0. Ouais, c'est jamais à 0, mais voilà, ça c'est plus voilà, c'est le côté reset. Après il faut rajouter, on peut ajuster, et ça permet en fait comme ça de pouvoir utiliser un peu n'importe quelle eau pour pouvoir faire la correction. Donc nous pour la démo on va garder l'eau de Revigny Sud, et donc ensuite on va essayer de corriger, donc on va faire quelque chose qui a le vent un peu en poupe, on va faire une Hazy IPA. Donc c'est une NEIPA. Alors pas forcément parce que, alors c'est pas forcément une NEIPA, parce que quand on lit le BJCP, on dirait que la définition est assez vague, on va dire. Enfin, tu peux faire un peu de tout là-dedans. Tant que ta bière est pas clean, c'est une Hazy IPA quoi. Et donc également au niveau du style de bière, un petit peu comme ce qu'on a sur l'analyse d'eau, on peut personnaliser également donc les différentes fourchettes
Donc au niveau de chlorure, sulfate, calcium, magnésium, sodium et HCO3, en fait on peut modifier ces fourchettes si ça ne correspond pas. Là nous ce qu'on a fait, on a repris les recommandations, mais voilà, c'est pas forcément, on est, comme disait David, on n'est pas des sachants, donc ok, on a mis ça donne ouais c'est ça, ça donne une orientation, mais après voilà, vous pouvez très bien le modifier, chacun ses goûts. Donc là, ce qu'on voit, ok, c'est que le HCO3, on sent qu'il explose un peu, mais ça paraît, on va y revenir plus tard. Et donc si on veut faire, donc là on va dire qu'on va faire une NEIPA, donc plutôt une New England IPA. Et donc là, on a ce slider qui représente, donc c'est la valeur, c'est le ratio des ions sulfate sur les ions chlorure. Alors ça, c'est un ratio qui est communément admis pour en fait. Ça va donner, alors en fait si le ratio il est en faveur des sulfates, ça donnera ça fera prédominer plutôt l'amertume des houblons, et si à l'inverse, s'il est plutôt en faveur du chlorure, ça sera une bière plus, on va dire plus ronde et qui donnera plus l'accent au malt. Donc nous, comme on veut faire une NEIPA, on va plutôt passer sur le côté, on va plutôt changer l'échelle et donc on va plutôt placer le ratio en chlorure sur sulfate. Et donc l'avantage c'est qu'en fait en faisant ça, ça nous permet de plus facilement maîtriser en fait les valeurs qu'on met, parce qu'on voit que si on était en SO4Cl par exemple, mais en fait si on voulait donner plus d'importance au chlorure, en fait il fallait descendre. On était déjà à 0,5, donc en fait c'est un peu plus, c'est juste ça va aider, ça va être plus simple à se servir du slider, on va dire. Donc ce qu'on va faire, mais nous on nous a dit que le chlorure c'était génial, on va le mettre à fond. Alors le à fond, donc je ne sais pas si vous avez déjà détricoté un petit peu ce que ça représentait. En fait ça représente le moment où en fait, là par exemple on voit qu'on a maximisé, on est au maximum de la fourchette pour le calcium et également au maximum de la fourchette pour le sodium. Donc après, mais quand on dit maximum, donc là on est au maximum de la fourchette, ce qui est important quand même toujours de garder à l'esprit, c'est moi souvent ce que je préconise, c'est de regarder tout le temps les valeurs absolues. Parce que c'est pas parce que le graphe est au max qu'il faut forcément avoir peur. Là quand on regarde les valeurs absolues par exemple, donc en calcium on est à 150, alors certes on est plutôt dans la tranche haute, mais c'est pas non plus dramatique. Ça pose pas de gros problèmes. Et de même pour le sodium, c'est la tranche haute, mais c'est pas non plus, ça posera pas nécessairement de problème. Et donc là par exemple un autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est le fait que ici donc on a un petit warning. Alors à quoi il sert? Alors au tout début on ne l'avait pas. Le souci c'est qu'en fait ce ratio, là par exemple on voit que c'est un ratio de 7, mais c'est un ratio de 7, perdu la souris. C'est un ratio de 7 parce qu'on a peu de sulfate. En fait. Donc on se retrouve avec 148 ppm de calcium, de chlorure pour 20 de sulfate, donc ça fait un ratio de 7. Il faut savoir que un ratio de 7, si vous avez 700 ppm de chlorure et 100 de sulfate, ça ne donnera pas le même rendu qu'un ratio comme ceci. Donc c'est pour ça, le ratio, là il faut faire attention quand on parle j'ai fait une bière avec un ratio de 7, il faut faire attention, il faut tout le temps se baser sur les valeurs absolues, parce que ça ne représente pas la même chose. Et donc notamment là, donc, le warning il sert à ça. Donc, lorsqu'il y a ce warning, c'est toujours bien de jeter un coup d'œil. Donc là, en gros, il dit simplement que, effectivement, quand on a des concentrations inférieures à 50 mg par litre, ça ne va pas forcément donner, ça va pas beaucoup jouer sur le goût final. Donc là, donc on a corrigé, on est à fond, mais par contre, on aimerait bien quand même augmenter un peu notre correction pour augmenter les chlorures, puisque les chlorures, ça va donner plus de corps un peu à la bière, ça va être sympa. Donc là, on est un peu embêté, puisque au final, on a dans les minéraux que l'on a, on a du sulfate de calcium, mais je ne veux pas augmenter le sulfate forcément. Et le calcium, je suis déjà à fond. Le sulfate de magnésium, c'est un peu pareil. Je ne veux pas de sulfate. Et le magnésium, le magnésium, c'est pareil. Là, on est à 16, c'est très bien. Le chlorure de calcium, le problème, c'est que lui, il va augmenter le calcium. Donc, soit, je décide d'augmenter le calcium. Ou le chlorure de sodium. Mais donc, même problème, on a le sodium qui est déjà à fond. Donc, après, on peut mettre du carbonate de calcium, mais là, forcément, le spoil. On va se retrouver avec, on va augmenter les carbonates et c'est pareil, c'est pas ce qu'on veut, ou le bicarbonate de sodium.
Mais sinon, donc il y a une dernière possibilité. Alors ceci, ce n'est que pour la démo, ce n'est pas encore publié, ce n'est pas encore une fonction accessible. Donc il y a également donc, un des additifs qu'on peut utiliser, et donc c'est le chlorure de potassium. Donc lui, il va augmenter donc, les ions chlorure et les ions potassium. Et donc par exemple, là on peut se dire, ok, donc là je vais me dire, ok, je vais essayer d'aller à 250. Et donc soit on clique comme ça, soit alors on va dire, je vais mettre 2 grammes, non, 2 grammes ça suffit pas. Allez, 5 grammes, voilà. Et après on va continuer à augmenter. Donc aujourd'hui cette fonction elle n'est pas publiée. Alors pourquoi? Parce que alors c'est pas la première fois qu'on nous la demande, ce KCL. Et donc je freine toujours un petit peu parce que j'ai donc sur ce qu'on peut trouver sur internet, sur les différentes lectures, sur les différents sites, et notamment le livre de Water de Palmer. En fait on peut voir que dans les recommandations, le potassium, donc dans le livre, ils disent qu'il faut que ce soit inférieur à 10 mg par litre. Et ça, le problème pour l'instant, j'ai trouvé que cette information, et donc j'aimerais bien avoir plus d'infos sur cette limite, déjà pour avoir le seuil à partir duquel le potassium va commencer à être, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à sentir le potassium dans la bière. Donc là aujourd'hui, voilà. Donc là aujourd'hui c'est plus pour la démo, voilà. Donc c'est en cours. Alors oui, ça peut être aussi du sel de régime, ça. Ouais. Ça peut remplacer le chlorure de sodium effectivement. Mais alors voilà, et c'est pour ça que c'est pour ça que oui, à forte, ouais. Faut pas se le mettre dans les veines, quoi. Oui. Dans les veines, vous mourrez. Non, c'est ça. Mais voilà. Bon, après là, on ne le met pas dans les veines, ça tombe bien, c'est plutôt dans la bière. Mais oui. Oui, c'est ça, les exécutions, il y a du chlorure de potassium. Ouais. Et donc voilà, là voilà, avant de publier ça, donc ça sera bientôt disponible, mais j'aimerais pouvoir déjà valider tout ça avant de. Non mais c'est pas nous. Non, c'est pas nous. C'est quand même cool. Là c'est pas en intraveineuse. Voilà, c'est pas. Après la bière, tu peux essayer la bière en intraveineuse. Mais... Il faut mettre 40 grammes là par litre là. Donc voilà, donc on va se dire que c'est très bien comme ça, et que ça, au pire, ça donnera un petit goût de potassium, ou un petit goût, voilà. Donc ensuite, donc dans les choses à configurer, donc il y a également donc les différents volumes donc pour l'empâtage ainsi que pour le rinçage. Alors si vous pratiquez pas de rinçage, soit vous n'en tenez pas compte, soit vous mettez 0, ça pose aucun problème, soit vous n'allez pas du tout là-dedans et c'est pas grave. Mais donc nous ceux qui ont tendance à faire du rinçage, et donc en fait, donc là on voit que donc pour les 30 litres d'empâtage, on va mettre 4 grammes de chlorure de calcium, 3 grammes de chlorure de sodium et 5,62 de chlorure de potassium. Et pour le rinçage, lorsqu'on clique sur donc ça se met automatiquement à jour avec en fonction du volume, donc ça nous donne le poids le bon grammage à mettre pour chaque minéraux. Donc là on a traité la minéralité. Ensuite on va traiter le pH. Alors pour traiter le pH, ce qu'il faut savoir c'est que le pH va être dirigé principalement par l'apport de malt, les différents maltes qu'on va utiliser. Donc les maltes, on va dire de base, le pale ale, etc. Donc peut faire descendre le pH. Donc ça rejoint le premier slide qu'on a vu avec la ville de Pils où justement ils utilisaient des maltes de base parce qu'en fait ils n'avaient pas beaucoup de minéralité, ils n'avaient pas beaucoup de bicarbonate à contrer pour. En fait, rien qu'en mettant du malt de base, ils tombaient directement dans les bonnes valeurs de pH. Et par contre, ce qu'on a vu également, donc la ville de Dublin par exemple, qui avait plutôt les stouts. Et donc là, eux, ils utilisaient des maltes plus torréfiés qui, eux, vont faire descendre beaucoup plus le pH. Donc là, on va choisir donc une base de maltais pour faire une NEIPA. Donc on va mettre malt, sympa. On va mettre du pale. On va mettre du pale ale. On va mettre 5 kg. Oui. Le plus simple, c'est pas de mesurer au moment de l'empâtage, non? Mesurer. Le pH. Ah oui, on peut aussi faire ça. Mais par contre l'avantage c'est que là ça va nous donner une valeur d'acide à mettre pour. Là l'avantage c'est qu'on peut traiter le brassin avant de le faire parce que si on veut mesurer ça pendant l'empâtage, on va surtout prendre des notes pour le brassin d'après quoi. On va se rajouter un petit peu, des flocons d'avoine, parce qu'on est joueur, parce que le rinçage, c'est notre dada. Et après, on va mettre, on va mettre un petit peu de blé. Ah oui, et nous, ce qu'on aime bien, on va se mettre un petit peu de rubis pour la couleur, pour le côté jus de fruits. Et on va mettre, 200 grammes.
Ok, donc là, une fois qu'on a rajouté nos maltes, en gros, ça nous donne une estimation de. Donc on avait le pH initial qui est à 5,95, donc ça c'est le pH de l'eau. Ensuite, avec les apports de minéraux et les apports de malt. Donc oui, c'est assez théorique puisque donc c'est les valeurs là, ce qu'on voit là, ces valeurs-là. Alors ce sont les valeurs fournies par les malteries, mais ce dont on s'aperçoit également, c'est que alors souvent ces valeurs peuvent changer. Et souvent ils donnent des fourchettes aussi. Donc ça reste toujours. Alors c'est toujours pareil. Ça reste vraiment. Ça donne une idée, mais c'est pas voilà le 5,95. Vous n'aurez pas forcément 5,95 au pH mètre. Vous n'aurez pas forcément 5,95 parce que le malt peut changer, la provenance peut changer. On n'a pas forcément tous les malts là-dedans. Donc on peut avoir pas mal de différences. Et donc ensuite, ici, donc, on retombe sur le concept de slider, toujours pareil, ça c'était parce que c'était plus facile. Et on peut choisir donc une valeur entre, pareil, donc ce qui est communément admis, c'est que la bonne fourchette, c'est entre 5,2 et 5,6. Donc nous, on se place au milieu, à 5,4. Et en fonction de tous ces paramètres, en gros, ça nous donne la quantité d'acide lactique à mettre dans notre bière. Et donc comme on aime bien les petits warnings, eh bien, donc, on affiche en face un petit warning et en fonction de la minéralité qu'on a, que le pH, que l'acide a contré, en fait on se rend compte que ici en fait on est obligé de rajouter pas mal d'acide lactique et on commence à atteindre des seuils où on va commencer où la bière va commencer à avoir un goût d'acide lactique. Donc en général l'acide lactique ça amène alors c'est décrit comme un goût de yaourt on va dire, mais sachant que donc ce seuil c'est pareil, c'est pas une limite absolue. Donc ça c'est à peu près le 400 mg par litre, c'est une moyenne. En fait, en fonction des personnes, en fonction de la sensibilité de chacun, ça peut, donc quelqu'un qui n'a jamais trop fait attention, enfin, son seuil de sensibilité, ça peut être, 600 mg par litre, mais par contre, quelqu'un qui est habitué à ressentir le goût, justement, alors il peut y avoir des intolérances au lactose, et donc justement, donc là, nous, dans notre cas, ce qu'on voit, c'est que, comme on est obligé d'avoir beaucoup d'acide lactique parce que justement, on a beaucoup de carbonate. Et donc les carbonates, c'est eux qui vont principalement contrer les maltes qui vont essayer d'acidifier l'eau. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'ici on peut changer et utiliser par exemple de l'acide phosphorique. Alors l'acide phosphorique, l'avantage c'est qu'il ne va pas avoir ce problème qu'a l'acide lactique, il ne va pas amener de goût. Mais par contre, on verra qu'il peut y avoir d'autres soucis. Donc là, par exemple, on a encore un warning, mais parce qu'en fait, on peut avoir l'acide phosphorique a tendance à faire précipiter le calcium. Mais alors là, aujourd'hui, donc c'est simplement là le warning à titre d'information, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément on n'a pas de méthode pour savoir, en fonction de temps d'acide lactique et de ton pH, etc. On n'a pas d'estimation sur combien ça va faire baisser le calcium. Bon après après toujours pareil, donc si on essaye de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, on se dit on a mis de l'acide lactique, ça me dit que ça va précipiter le calcium, mais je rappelle que par exemple le calcium on était à 150 ppm, ce qui est largement suffisant. Donc là on peut se dire il y a un warning, mais c'est pas grave, je peux faire ça. Donc voilà, donc là on a corrigé notre eau d'empâtage, et ensuite on peut corriger également donc l'eau de rinçage. Donc là pour le pH de l'eau de rinçage c'est un peu différent, on ne prend pas en compte les maltes puisque l'eau de rinçage il n'y a pas les maltes dedans, et donc là également donc on peut également choisir un range. Donc c'est toujours bien de traiter quand même son eau de rinçage pour justement éviter. Donc on peut si le pH de l'eau de rinçage est un peu trop élevé, justement ça aura tendance à favoriser l'extraction de tanins justement pendant le rinçage, et dont notamment l'astringence, l'amertume un peu qu'on a vu et qui n'est pas forcément très agréable. Donc là, on est à 5,8, on sait bien. Et donc ensuite, on voit donc il y a un tableau récapitulatif avec les différents additifs à ajouter. Et ensuite, vous pouvez, donc si vous voulez, donc sauvegarder votre résultat. Donc aujourd'hui, mon eau de brassage, je ne sais pas si vous pratiquez. Donc pour sauvegarder les résultats, on passe par les favoris du navigateur. Donc en fait, il suffit simplement d'enregistrer votre page. Une fois que vous avez fait votre correction, vous enregistrez votre page dans vos favoris, et donc vous renommez avec le nom de votre bière, et ça vous permettra comme ça de retourner sur votre correction. Alors donc ça
Ça ne sera pas exactement la même, puisque si vous retournez dans 2 mois, les analyses d'eau auront sûrement changé. Mais par contre, ça vous donnera déjà une base de correction, quoi. Vous aurez déjà, nous en gros, ce qu'on fait, c'est on se met ça dans la recette, dans nos recettes, et ensuite pour chaque brassin, on la met à jour, quoi. Et donc ensuite, plein d'autres résultats, parce que donc voilà, c'est toujours bien de discuter, de dialoguer avec d'autres brasseurs. Donc il y a plein d'autres moyens. Donc vous pouvez partager sur Facebook si vous voulez, ou partager directement le lien, ou alors directement mettre le BB code. Ça c'est plus pour le côté forum brassage amateur, où vous pouvez comme ça directement afficher ce qu'on voit là. Ça s'affichera de la même manière sur le forum, et donc vous pouvez justement demander des conseils si vous avez un doute, si vous dites ah ouais mince le calcium je suis dans la tranche haute, est-ce que c'est grave ou pas. Justement c'est toujours bien de dialoguer avec d'autres brasseurs pour voir un petit peu le ressenti. Et ensuite une fonctionnalité, je ne sais pas si vous l'utilisez, donc vous pouvez également exporter votre traitement, votre correction d'eau sur un PDF. Donc comme ça en fait vous pouvez vous le stocker. Après ça par contre vous avez là l'avantage du PDF, c'est qu'en fait il va garder, ça va fixer la minéralité de votre eau à un instant T, et ensuite il y aura toutes les infos qu'on retrouve ici en fait seront dans le PDF, quoi. Non, alors aujourd'hui on n'utilise pas les cookies justement, on met tout dans la barre d'adresse. C'est pour ça que si tu veux enregistrer dans tes favoris, en fait t'auras pas de problème. Et là c'est pareil, là le partage en fait directement, ça copie directement le lien. Donc en fait tu peux le donner à n'importe qui, en fait tu as tout dans le lien, quoi. Alors le lien il peut faire un peu peur parce qu'il finit par être assez balèze, mais voilà, donc ça faut pas hésiter à pousser tout ça, quoi. Et ensuite, alors il peut y avoir des cas où justement votre commune n'a pas eu de relevé, votre réseau n'a pas eu de relevé de la qualité de l'eau. Et donc là, à côté, donc on a noté les différentes villes voisines. Donc comme ça vous permet, si votre ville ne figure pas, vous pouvez en fait retomber sur des communes à proximité. En général, la qualité de l'eau risque d'être similaire. Alors ça sera pas exactement la même, mais par contre ça sera similaire. Après le dernier, ça c'était un petit clin d'œil justement à tous nos amis professionnels et toutes nos brasseries professionnelles qui utilisent mon eau de brassage. Donc voilà, je vous invite, voilà. Donc il y a la brasserie Nétancourt, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un Crazy Panda également. Alors il n'y a pas le lien PayPal, par contre vous pouvez nous payer une bière si vous souhaitez. Si vous souhaitez, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc là il faut savoir que mon eau de brassage, c'est gratuit, et nous notre intention c'est de les garder gratuits parce qu'on n'a pas envie de faire un truc payant. Nous ce qu'on a envie, c'est que nous on était très contents par exemple quand on a fait mon eau de brassage de tomber sur des sites comme Univerbière qui sont gratuits, de tout ce contenu gratuit, et donc pour nous le but c'est, en gros nous ce qu'on veut c'est que de plus en plus de brasseurs fassent des bonnes bières, et comme ça nous on en boit des meilleures tout le temps. Et donc voilà, c'est le côté communautaire, puisque nous quand on est arrivé, quand on connaissait rien, en fait ça nous a quand même vachement aidé d'avoir du contenu gratuit, des forums, etc. Et c'est toujours, et je pense que l'entraide c'est toujours sympa. Dans les petits détails également, si vous souhaitez, il y a également un lien avec ici toutes les mises à jour. Donc là c'est plus voir s'il y a les mises à jour, donc on voit le début de l'aventure par exemple, les différentes fonctionnalités qu'on a rajoutées et les différentes corrections de bugs. Voilà, c'est pas tout à fait des sprints, mais voilà, donc ça c'est toujours un peu intéressant de voir ça, quoi. Et en suivant, et donc je pense que la démo est terminée. Mais merci à vous pour m'avoir écouté.